Dans la vallée des rois, en Chine, une stèle majestueuse attire le regard. Elle signale le tombeau d'une femme au destin exceptionnel. Une concubine devenue la seule impératrice que la Chine ait jamais connue. L'histoire la présente comme une intrigante cruelle qui divisait pour mieux régner. L'immense pouvoir de cette femme était une menace pour l'élite traditionnelle. Elle ne s'est pas contentée de faire des vagues. Elle a fait chavirer le navire. Il valait mieux ne pas se mettre en travers de sa route. Dans l'imagerie populaire, Wu Zetian représente l'usurpatrice, un tyran sans pitié, un fléau pour la Chine. 1300 ans après sa mort, de récentes découvertes éclairent son règne d'un jour nouveau. On découvre d'antiques pierres tombales. J'attendais cet instant depuis sa découverte. Je suis vraiment très ému. Des temples bouddhistes. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est extraordinaire. On se sent comme pris de vertige au pied de cette statue. Et des trésors perdus. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Des historiens et des archéologues tentent de percer le mystère d'une ascension hors du commun. Peu à peu, sous le masque de la despote, se dessine un autre visage. La seule femme à avoir régné en 2 millénaires de Chine impériale est connue dans l'histoire sous le nom de Wu Zetian. Wu signifie « selon la volonté du ciel ». La jeune Wu entre à la cour impériale à 13 ans, en 637 de notre ère. Elle est destinée au harem de l'empereur Taizong de la dynastie Tang. Tang Taizong avait plus d'une centaine de concubines. Wu Zetian avait la réputation d'être très belle. C'était une jeune fille charmante et amusante. Elle avait aussi un formidable appétit de vivre. Très vite, elle se fait remarquer. Elle va assez rapidement s'attirer les faveurs de l'empereur. Et à mesure que leur relation devient plus étroite, son influence à la cour augmente. Elle va se révéler une très habile politicienne. À la mort du vieux monarque, Wu Zetian devient la première concubine de son fils, Gaozong. Et en 655, l'empereur fait d'elle sa reine. Mais Gaozong est de santé fragile. Wu prend l'ascendant sur son époux. Bientôt, c'est elle qui règne en coulisses. En 690, à la mort de Gaozong, elle sort de l'ombre et s'autoproclame impératrice. Les historiographes chinois ont diffusé une version très critique de son ascension. L'histoire nous a transmis une image effrayante de l'impératrice Wu. Elle aurait, dit-on, tué son propre enfant pour faire accuser l'épouse de l'empereur et progresser dans la hiérarchie de la cour. On raconte aussi que Wu aurait fait trancher les mains et les pieds de ses 2 rivales. Puis elle aurait fait jeter les jeunes femmes dans une cuve de vin où elles se seraient lentement vidées de leur sang. On nous la dépeint donc sous les traits d'une intrigante, une femme perfide, manipulatrice, calculatrice, intéressée et sans pitié, prête à tout pour accéder au pouvoir. La cruauté de Wu Zetian n'aurait pas cessé avec son accession au trône. Voici la tombe du second fils de Wu Zetian, Li Xian. Il constituait une menace pour sa mère. Il a été accusé de trahison et exilé aux confins de l'Empire chinois.
Là, on l'a enfermé dans une pièce et poussé au suicide, par empoisonnement. C'est donc une mère qui a tué son fils pour conserver le pouvoir. Wu Zetian a régné sur la Chine pendant près de 50 ans. La légende en a fait un monstre sanguinaire au règne calamiteux. Mais de récentes découvertes archéologiques viennent contredire cette image. Zhang Jianlin est l'un des grands spécialistes de la dynastie Tang. Les découvertes faites lors de nos fouilles permettent d'approfondir la connaissance que nous avons de Wu Zetian. Elles apportent de nouveaux éléments qui sont autant d'indices de la véritable histoire de la dynastie Tang. La ville moderne de Xi'an dépasse les limites de la vieille cité de Chang'an, la capitale de Wu. Elle compte plus de 8 millions d'habitants et sa population ne cesse de croître. C'est ici que se trouve le laboratoire de recherche de Zhang Jianlin. Harry Rothschild est historien. Il est intrigué par les dernières découvertes datant du règne de Wu. C'est extraordinaire de voir tous ces objets de la dynastie Tang. J'étudie Wu Zhao, Wu Zetian depuis 17 ans et ici, dans l'ancienne Chang'an, on sent vraiment sa présence partout. Les figurines funéraires apportent un éclairage sur le quotidien de l'époque. Musiciens, marchands et nobles accompagnent le mort dans sa demeure éternelle. L'une de ces statuettes témoigne d'un aspect inattendu de la Chine de l'impératrice Wu. Nous avons ici une femme qui monte un cheval rouge. Cette figurine témoigne de la relative liberté des femmes dans la société de l'époque. Ici, on a une autre représentation qui va dans le même sens. C'est une figure féminine qui porte des vêtements masculins. À cette époque, les femmes avaient la possibilité d'avoir les mêmes activités que les hommes. Elles pouvaient monter à cheval, chasser ou encore voyager. Sous le règne de Wu Zetian, les femmes ont acquis une indépendance inédite dans la société chinoise. Elles étaient beaucoup plus libres de leurs mouvements et pouvaient dire ce qu'elles pensaient. On assiste donc à un très net progrès de la condition de la femme. Le fait qu'une impératrice soit au pouvoir change la donne. Concrètement, les femmes ont davantage de possibilités et bénéficient d'une plus grande liberté à la fin du 7e et au début du 8e siècle. Un portrait inattendu de Wu Zetian se dessine peu à peu. Tonia Ekfeld est spécialiste des tombes de la dynastie Tang. Elle se rend au musée archéologique de Shaanxi pour examiner une parure extraordinaire. Fabuleux. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Cette couronne de phénix est un chef-d'œuvre d'orfèvrerie de la dynastie Tang. Pour Tonia Ekfeld, elle reflète la véritable Chine de Wu Zetian.
C'est un objet qui nous livre énormément d'informations. Lorsqu'on regarde attentivement, on voit que le métal est travaillé en filigrane, avec beaucoup de granulation. La granulation consiste à souder entre eux de minuscules grains d'or. La couronne ressemble à un paon qui déploie sa queue. Il y a des fleurs très délicates, faites de nacre et de perles. On a même des grappes de raisin en verre. Cette coiffe est donc à la fois cosmopolite et précieuse. C'est une parure à la mode, un objet de luxe, par la richesse de ses éléments et par l'imagerie utilisée. La couronne a été découverte à Xi'an, dans une sépulture restée inviolée. Cette tombe exceptionnelle contenait un squelette intact. Son crâne était surmonté d'une coiffe très haute, constellée de bijoux. La dépouille était celle d'une jeune femme nommée Li Chuei, une figure mineure de la dynastie Tang. Il a fallu 18 mois pour dégager un à un les éléments de la coiffe et la reconstituer. À la grande surprise des chercheurs, les analyses ont permis de mettre en évidence la lointaine provenance des joyaux. La cornaline a été importée d'Ouzbékistan, à 4600 km de Chang'an. Le grenat provient d'Inde, à 4800 km de là. L'ambre est originaire d'Iran, à 6400 km de là. Et l'ivoire du Sri Lanka, à 7200 km de la capitale de Wu. Cette couronne nous donne des renseignements sur l'époque de Wu Zetian. C'était une société prospère où l'on faisait étalage de luxe, une période faste pour les arts. Cette coiffe incarne toute la richesse et tous les trésors dont la cour des Tang pouvait faire étalage. Li Chuei n'était pas une princesse. Pourtant, elle a été inhumée coiffée de cette couronne inestimable. Une preuve éclatante de la prospérité de la Chine de l'époque. Lors de ses funérailles, on a placé dans la main de la défunte un verre à soie en jade. Ce symbole renvoie à la grande ambition de Wu, faire de la Chine le premier empire du monde. Dans une tombe située à 80 km de Chang'an, l'ancienne capitale de Wu, une peinture murale témoigne du rayonnement de l'impératrice à l'étranger. On voit ici une délégation d'ambassadeurs qui se présentent à la cour. Ces personnages venaient de pays lointains. Nous avons par exemple un Mongol, un Coréen et un moine tonsuré qui arrive peut-être de Rome ou de Syrie. Il y a aussi des hommes venus du Xinjiang, de Grèce et de Perse. Ce qui est intéressant, c'est l'attitude pleine de déférence de ces émissaires. Ils sont représentés les mains croisées, l'air assez impressionné par la situation. Wu Zetian est donc une souveraine de stature internationale. Wu Zetian devait être une habile politique. Elle a compris l'avantage de la diplomatie sur la guerre et a su en tirer parti. Elle dirigeait une société ouverte, notamment aux étrangers. Des gens venus de tous horizons ont afflué à sa cour. Selon des études récentes, plus de 25 000 étrangers vivent alors à Chang'an. Il s'agit pour la plupart de marchands, attirés par un produit chinois particulier. La Chine détient alors le secret de la soie depuis plus de 3000 ans. La demande est si forte que la précieuse fibre est devenue un objet de luxe. On l'utilise comme monnaie, au même titre que l'or. Chang'an est le point de départ des routes de la soie. Elle se dirige vers l'ouest, mais aussi vers l'est, et relie la Chine au reste du monde. Au milieu du 7e siècle, les brigands menacent la circulation des marchandises.
Selon des découvertes récentes, Wu prend alors une décision capitale. Elle ordonne la construction de bastions militaires en Asie centrale pour sécuriser le passage des caravanes. Des fouilles archéologiques ont mis au jour le point précis où convergent les routes de la soie. Harry Rothschild se rend sur place. Nous avons la chance d'avoir été autorisés à venir ici, à l'emplacement même de ce qui était le marché de l'ouest de Chang'an. Nous sommes au bord d'un canal et de l'autre côté, sur la place, vous aviez les étals de tous les marchands et artisans, les quincailliers, bouchers, tanneurs, les orfèvres, les vendeurs de pinceaux de calligraphie. On trouvait absolument de tout ici. Et regardez, si on se baisse, on voit encore les ornières laissées par les chariots qui franchissaient le pont. On peut vraiment sentir l'atmosphère du marché de l'Ouest. La Chang'an de Wu Zetian compte 2 grands marchés. Celui de l'Est est réservé aux produits chinois, tandis que sur le marché de l'Ouest, on échange des biens venus du monde entier. Des pièces de soie de cette époque sont conservées dans les collections de la Smithsonian Institution à Washington. Keith Wilson est conservateur du département d'art ancien chinois. Il est certain que des pièces de ce genre étaient transportées en Méditerranée. Byzance était l'une des plaques tournantes du commerce de la soie. On a découvert des étoffes de l'époque de Wu Zetian dans les collections des cathédrales européennes. Le revenu tiré de la vente de ce produit contribuait certainement à assurer les frais d'entretien de l'immense empire des Tang. Le commerce florissant assure la prospérité de l'empire de Wu. Il attire aussi de nombreux étrangers, à tel point que sa capitale devient l'une des premières grandes villes cosmopolites de l'histoire, car beaucoup choisissent de s'y établir. Cette tradition multiculturelle se ressent encore dans la Xi'an d'aujourd'hui. Nous sommes dans la rue musulmane de Xi'an, au cœur de la vieille ville de Chang'an. C'est un quartier extrêmement animé et coloré qui bouillonne d'énergie, comme vous pouvez le voir avec toute cette agitation. Je pense que ce sont des figues séchées. C'est le genre de denrées qui voyageaient le long de la route de la soie. On les importait de Perse. Ils fabriquent une confiserie à base de farine de blé qu'on travaille comme la guimauve. Ensuite, ils vont la rouler dans des graines de potiron ou de sésame et en faire des bonbons comme cela. Le sésame venait de Perse et du Moyen-Orient par la route de la soie. Cette recette est le fruit d'échanges vieux de 1300 ans qui remontent à l'époque de Wu Zhao. C'est très bon. Cette atmosphère très multiculturelle, avec toute cette activité, cette effervescence commerciale, nous donne une idée de ce que devait être le marché sous les Tang. Les collections de la Frier-Sackler Gallery reflètent le climat très cosmopolite de la Chine de l'époque. Ces magnifiques figurines attestent de l'importance des influences étrangères. De toute évidence, ce personnage n'est pas chinois. Le nez est large, la peau sombre, les cheveux frisés. Il s'agit peut-être d'un Africain. Cette figurine montre que la capitale des Tang attirait des groupes ethniques venus du monde entier. Les statuettes funéraires étaient fabriquées en série, à partir de moules. Ce personnage africain a été peint à la main et devait donc être particulièrement onéreux. Ces figurines n'étaient bien sûr pas fabriquées pour les tombes des étrangers. Elles étaient destinées à orner les sépultures de Chinois. Le fait d'y déposer des personnages d'origines diverses et venus de pays différents témoigne d'une société tournée vers le monde extérieur, mais aussi de la position sociale de la personne enterrée avec ces objets. Dès 662, l'empereur Gaozong est affaibli par la maladie. Wu Zetian règne de fait sur la Chine.
Le raffinement des objets retrouvés lors des fouilles témoigne d'une société florissante. Wu veut exhiber aux yeux du monde la splendeur de son règne. Elle décide d'agrandir le palais impérial dans des proportions prodigieuses. Lorsque les archéologues ont dégagé ses fondations, ils ont été saisis par le gigantisme du complexe. L'une de ces portes monumentales a été rebâtie à l'identique à l'emplacement de l'ancienne. Voici la porte de Danfeng, la porte sud du palais d'Aming. Vue d'en bas, on est frappé par ses dimensions colossales. Pour moi, cette porte envoie un message fort. Elle incarne la puissance impériale. Quand on se tient au pied de l'entrée, on se sent tout petit et insignifiant. Sous l'impulsion de Wu Zetian, l'extension du palais d'Aming est achevée en 3 ans. Son échelle est sans équivalent. C'est la plus vaste résidence royale au monde. Le palais d'Aming est gigantesque. Il est 2 fois plus étendu que Pompéi, 5 fois plus vaste que la cité interdite des empereurs Ming et Qing, 22 fois plus grand que l'Acropole. On peut lire des choses sur son étendue et sa magnificence, mais pour véritablement saisir son gigantisme, il faut se tenir ici, sur ce balcon, devant ce panorama. Il y a des stands de tir à l'arc, des terrains de polo, des arènes pour les combats de coqs, des pavillons de répétition pour les troupes de théâtre. Et ce n'est pas tout. Il y a encore 3 ou 4 palais dans l'enceinte. En arrivant ici, les émissaires des pays étrangers ne devaient pas en croire leurs yeux. Ils avaient certainement l'impression de pénétrer dans un univers céleste, dans un véritable paradis sur Terre. Avec ce palais monumental, elle a voulu asseoir sa puissance. Mais la singularité du palais ne vient pas seulement de sa démesure. À sa création, la ville de Chang'an était un modèle de symétrie parfaite. L'ancienne résidence impériale occupait le nord de la capitale des Tang. Mais ce nouveau complexe, le palais d'Aming, a été bâti en dehors des murs de la ville, hors de ce quadrilatère bien ordonné, ce qui était quelque chose de très inhabituel à l'époque. Si Wu a choisi de l'agrandir, ce n'est pas par hasard. Pendant 12 ans, elle s'était morfondue dans le vieux palais impérial en tant qu'obscure concubine de 5e rang. Elle voulait prendre ses distances avec cette période de sa vie. Ici, on voit naître un prestige impérial d'un nouveau genre. Et c'était pour elle l'occasion de se réinventer. À l'époque de Wu Zetian, la Chine devient une superpuissance. L'impératrice est au cœur d'un réseau d'influence politique et commerciale qui s'étend du Japon à la Méditerranée. Au 7e siècle, la ville de Chang'an n'a pas son égal dans le monde. À l'époque de Wu Zetian, c'était une cité gigantesque. On estime qu'elle comptait 1 million d'habitants à l'intérieur de ses murs et 1 autre million hors de l'enceinte, ce qui surclasse toutes les capitales de l'époque. Wu Zetian protège et favorise l'essor et le rayonnement de la Chine. Mais elle veut également s'assurer le soutien du peuple. Elle utilise pour cela une religion qui connaît alors un âge d'or dans l'Empire, le bouddhisme. Wu Zetian a compris que favoriser le bouddhisme était la meilleure façon de satisfaire le peuple. Elle a donc fait construire des temples et des pagodes. Sa plus grande réussite, la voici. C'est la grande pagode de l'Oie sauvage. La grande pagode de l'Oie sauvage a été bâtie en 652. Quand on connaît bien les pagodes, celle-ci est vraiment extraordinaire.
Cette pagode est un temple majeur. Elle abrite des sutras, des textes sacrés. Mais 50 ans après sa construction, elle est détruite dans un tremblement de terre. Wu a été élevée dans la foi bouddhiste et a passé quelque temps dans un couvent. Elle décide de reconstruire la pagode. Elle doit être plus haute, plus imposante. L'impératrice veut associer sa puissance à celle de la religion bouddhiste. Pour Jonathan Dugdale, l'édifice a atteint une taille record pour l'époque. Il va tenter de le démontrer. J'aimerais beaucoup connaître la taille d'origine de la pagode, lorsque Wu Zetian l'a fait reconstruire. Ce serait très intéressant de voir si elle a décidé de l'élever beaucoup plus haut que la précédente. 1, 2, 3, 4, 5... La pagode a été partiellement détruite lors d'un second séisme. Les 3 derniers étages se sont effondrés. Jonathan va tenter d'évaluer la taille d'origine de la structure. 58. Et on continue. 1, 2... Bon, ça fait 40 marches pour le 4e étage. 35, 36, 37, 38... 1, 2, 3... Le nombre de marches semble décroître de façon régulière. On est passé de 43 marches à 40, puis 37. S'il y a 37 ou 36 marches au prochain étage, on pourra faire un calcul fiable. 34, 35, 36, 37... Ça continue de décroître, c'est bon signe. Et le dernier, 31, 32... Maintenant, on calcule. Il ne reste plus qu'à extrapoler les données récoltées. Jonathan Dugdale multiplie le nombre de marches manquantes par leur hauteur. Il obtient ainsi la taille d'origine de la pagode. Elle dépassait les 90 mètres de haut. Donc, cette pagode en briques n'était pas seulement la plus haute d'Asie, mais peut-être la plus haute du monde. Personne n'avait jamais vu d'édifice de cette taille. Même aujourd'hui, au milieu des buildings, elle reste impressionnante. Mais à l'époque, elle devait dominer de très haut le reste de la cité. L'impératrice veut ainsi envoyer un message à son peuple. Elle avait tout à gagner à construire une pagode de cette envergure dans un site aussi en vue. À cette époque, la majorité de la population de Chang'an est bouddhiste. Elle montre clairement à ses sujets qu'elle soutient leur religion. Wu Zetian ordonne la construction de temples bouddhistes dans chaque ville de son empire. Elle fait ainsi de son peuple un allié. Et elle ne s'arrête pas là. Les grottes de Longmen se trouvent à 400 km de là, dans la province du Henan. Luoyang est historien. Pour lui, ce site est intimement lié au pouvoir de l'impératrice. C'est un lieu sacré de la religion bouddhiste. Les pèlerins y viennent depuis des siècles. On peut voir ici un lien direct entre l'impératrice Wu et cette religion. L'aristocratie dépensait sans compter pour avoir le droit de percer des cavités dans cette paroi sacrée. On dénombre plus de 2300 niches et grottes. Le site abrite au total plus de 100 000 statues de Bouddha. La plus petite mesure moins de 3 cm. La plus grande est une imposante figure de 17 mètres de haut. Elle a été commanditée par Wu Zetian. Une fois de plus, le geste de l'impératrice n'est ni innocent ni gratuit. C'est très impressionnant. Quel spectacle! C'est gigantesque.
Cette statue représente ce qu'on appelle un Bouddha Vairocana, c'est-à-dire grand soleil ou resplendissant. C'est un Bouddha universel qui symbolise la puissance et la suprématie de cette religion. Wu Zetian voulait incarner la puissance du bouddhisme aux yeux de ses sujets. Son ambition l'a peut-être conduite à l'audace suprême. Selon la légende, cette statue a été faite à son image. Elle voulait ainsi montrer sa puissance. C'était une façon de se donner davantage de crédibilité. C'était l'âge d'or du bouddhisme, et cette religion comptait énormément d'adeptes. Grâce à ce temple, elle se donnait le rôle principal, non seulement sur la scène religieuse, mais aussi au sein de la société. On se sent comme pris de vertige au pied de cette statue. C'est très impressionnant et c'est précisément l'effet qu'elle recherchait. Les grottes de Longmen et la grande pagode de l'Oie sauvage révèlent le sens politique de Wu Zetian. Mais pour avoir l'appui du peuple, il ne suffit pas de lui apporter la paix spirituelle. Il faut aussi le nourrir. En amont du fleuve, une série de découvertes archéologiques témoigne de la prévoyance de l'impératrice. C'est spectaculaire. Nous sommes à Luyang. Le professeur Wang et son équipe ont mis au jour d'imposants silos à riz. C'est le plus grand, celui-ci? Non, c'est un petit. Les inscriptions ont permis aux archéologues de dater précisément chaque silo. J'ai vu que les dates étaient gravées sur des briques dégagées au fond du silo. Est-ce que beaucoup d'entre eux remontent au règne de Wu Zetian? Oui. Celui-ci a été construit sous son règne. On peut dire que la grande époque de leur construction est contemporaine de Wu Zetian. Wu Zetian fait venir du riz de l'Est de la Chine. Il est acheminé par canal et entreposé dans ce vaste comptoir à grains. La précieuse céréale peut ainsi être distribuée en cas de disette. À l'époque de l'impératrice Wu, le comptoir à grains de Hanjia était le plus important du pays. Tout le riz qui était envoyé à Chang'an partait de ces entrepôts. Au début du 7e siècle, une série de sécheresses avait provoqué des famines. À l'époque de Wu Zetian, les techniques de stockage s'améliorent considérablement. Au cours de son règne, la maîtrise de l'humidité a fait d'immenses progrès. Le riz pouvait être stocké sans dommage pendant plus de 10 ans. Combien y a-t-il de silos en tout dans cette zone? Pour l'instant, on en a identifié 287. Mais on sait qu'il nous en reste 5 ou 600 à explorer par sondage. Quand la production de riz battait son plein, la moitié du grain produit dans l'Empire était entreposé ici, soit environ 6000 tonnes. Les vastes proportions de ce silo démontrent la puissance et la compétence du régime de l'impératrice Wu. C'est la preuve qu'elle était un souverain prévoyant. Le riz stocké ici pouvait être conservé pendant des années. Il n'a pas seulement contribué à la stabilité de son règne, mais aussi à assurer l'avenir de la dynastie Tang. L'archéologie révèle que Wu Zetian est une gestionnaire efficace, capable d'assurer la subsistance de son peuple et de son armée. Mais sa condition de femme lui interdit tout soutien des élites établies. Elle a besoin d'alliés. Alors, rompant avec les traditions, l'impératrice ouvre aux roturiers l'accès à des postes clés de son gouvernement.
Elle encourage les femmes à se lancer dans les affaires, les autorise à divorcer et à se marier librement. Provocation suprême, elle va jusqu'à choisir une femme pour la seconder. Sa secrétaire, Shangguan Wanner, devient de fait son premier ministre. La tombe de cette figure exceptionnelle de la dynastie Tang a été découverte par hasard en 2013. Harry Rothschild est venu examiner l'un des rares vestiges qu'elle contenait. Voici l'épitaphe de Shangguan Wanner. J'attendais cet instant depuis septembre 2013, depuis qu'elle a été découverte. J'étais impatient de la voir en vrai. Ce moment est arrivé. Je suis vraiment très ému. On apprend ici l'âge qu'elle avait avant sa mort. Il est dit qu'elle avait 47 printemps et automnes au moment de sa mort. C'est bien ce qui est écrit, n'est-ce pas? Tout à fait. Shangguan Wanner a connu une fin tragique. La puissante conseillère n'a pas survécu longtemps à son impératrice. Elle a été mise à mort en 710 par le prince Li Longji, le futur empereur Xuanzong. La tombe était presque complètement détruite. Lors des fouilles, nous avons découvert qu'elle avait été démolie brique par brique. Son tombeau a fait donc l'objet d'une démolition très probablement intentionnelle et méticuleuse. Conformément à son rang et à son importance, son cercueil aurait dû reposer sur un socle. On aurait dû retrouver des scènes peintes sur les murs. Mais tout avait été détruit et l'une des seules choses qu'on ait retrouvées, c'est cette pierre tombale. On ignore qui a pu vouloir faire disparaître jusqu'au souvenir de Shangguan Wanner. Pour Harry Rothschild, la destruction de sa tombe n'est pas innocente. Elle est liée à l'image négative que les chroniques officielles ont véhiculée de l'impératrice. Il est évident que la tombe de Shangguan Wanner a été volontairement saccagée. Cette décision faisait partie d'un processus plus large, la destruction de tous les vestiges de l'existence d'un pouvoir féminin à la fin du 7e et au début du 8e siècle. C'est l'idéologie confucéenne, le système patriarcal qui se venge et rétablit son pouvoir traditionnel. En l'an 690 de notre ère, Wu Zetian est devenue la première et dernière impératrice de Chine. Ses opposants sont nombreux et déterminés. Elle avait éliminé un grand nombre d'ennemis. Mais quand il est question de pouvoir, il y a toujours des rivaux. La concurrence est permanente. Wu Zetian était sans doute bien différente du portrait qu'en font les chroniques. Mais sa férocité n'est pas une légende. Jenny Liu est historienne de l'art. Elle va examiner la tombe d'une petite fille de Wu, la princesse Yongtai. L'impératrice n'éprouvait pas même de miséricorde pour sa famille. J'ai étudié les épitaphes d'autres princesses et c'est un passage que je n'avais jamais vu. On peut lire l'idéogramme qui signifie la colère. C'est une colère dirigée contre deux jeunes gens et leur potion secrète. Ce passage nous indique ce qui est arrivé à la princesse Yongtai. Ces idéogrammes sont généralement utilisés pour signifier une fausse couche, la perte d'un nouveau-né. Et c'est la potion secrète des frères Zhang qui a provoqué la fausse couche et l'a conduite à la mort. Il est possible que Wu Zetian ait été l'instigatrice de cet empoisonnement. Les frères Zhang étaient très proches d'elle et obéissaient à ses ordres. On sait qu'elle montait les gens de sa cour les uns contre les autres. Elle les poussait à empoisonner ou à assassiner les rivaux. Apparemment, les membres de sa famille n'étaient pas non plus épargnés. Quel aurait été son mobile? Pourquoi vouloir la mort de la princesse? Yongtai portait l'enfant de l'un des deux clans qui se disputaient le trône. Il est possible qu'elle n'ait pas voulu que cet enfant naisse, fille ou garçon. Il valait mieux ne pas se mettre en travers de la route de Wu Zetian.
Wu Zetian a évincé tous ses rivaux pour accéder au pouvoir et le conserver. La lutte a été sanglante. Wu Zetian s'est montrée absolument impitoyable. Elle a fait exécuter des centaines de membres de la dynastie impériale. Elle a établi un véritable règne de terreur. C'était d'une violence extrême. Mais elle n'était pas dépourvue de conscience. Et ce qu'elle avait fait la perturbait énormément. Wu pense au sort qui attend son âme après la mort. Elle veut obtenir le pardon pour ses péchés. Elle écrit donc une confession qu'elle fait graver sur une tablette en or. Cette tablette est envoyée sur un lieu saint pour accomplir un rituel sacré. Nous sommes sur le mont Song, le sommet central des 5 montagnes sacrées de Chine. C'est un lieu qui a beaucoup compté dans la dernière partie de la vie de Wu Zetian. En l'an 700, Wu Zetian est venue sur cette montagne. Elle avait fait graver ses péchés sur une tablette en or, qui a été jetée en contrebas en guise d'absolution. On connaît précisément le contenu de cette inscription. Car près de 1300 ans plus tard, un paysan a retrouvé la tablette au pied de la montagne. Le message est court, mais éloquent. Il est écrit « La souveraine Wu Zhao révère le vrai Tao et ses esprits immortels. Son serviteur a été envoyé au sommet de la montagne centrale du mont Song pour briser la tablette en or afin d'expier sa nature pécheresse. » Il y a beaucoup de théâtralité dans la façon dont cette tablette a été brisée. Il est clair qu'elle voulait montrer qu'elle se repentait. Tout ce cérémonial tendait à dire « J'ai péché et je souhaite être absoute de mes péchés. Qu'elle y crût ou non, importe peu. Ce qui comptait surtout, c'était que les gens le pensent. » La fin de règne de Wu Zetian est truffée d'intrigues et de complots. À la cour, les taux de la noblesse masculine se resserrent. Plus elle s'élève, plus elle devient une cible d'importance, la femme à abattre. Jonathan Dugdale se rend au pied du mont Song, ce lieu isolé devenu le refuge de l'impératrice vieillissante. C'est formidable. Ça faisait longtemps que je voulais venir. C'est un endroit très particulier. La pagode de Songyu est un site important dans la vie de Wu Zetian. Elle venait ici pour se recueillir. Elle a 1500 ans, et non seulement elle tient encore, mais elle paraît en très bon état. Wu Zetian a dû venir ici même, dans cette salle, parce que rien n'a bougé depuis 15 siècles. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est un édifice extraordinaire. On peut comprendre ce qui attirait Wu Zetian ici. À l'époque, Chang'an était un nid d'intrigues politiques. Elle y venait pour échapper à tout cela. C'était un refuge, un lieu sûr. Tout au long de sa vie, Wu Zetian a bouleversé la tradition confucéenne.
Concubine devenue impératrice, elle s'est révélée une souveraine éclairée. Sous son règne, la condition des femmes s'améliore. La Chine connaît la paix et la prospérité. Sa capitale devient une métropole dynamique et cosmopolite. Le peuple mange à sa faim et peut pratiquer sa religion en toute liberté. Mais l'élite masculine veut mettre un terme à cette parenthèse. Et l'impératrice est trop âgée pour se défendre. À la fin de son règne, Wu Zetian avait 80 ans. Et en fait, elle n'a pas été destituée. Elle a abdiqué. C'était encore une manière de conserver le contrôle de la situation. Elle a vécu encore quelques mois et elle s'est éteinte paisiblement. Son heure était venue. L'impératrice Wu Zetian meurt en 705. Voici le mausolée de Qianling, le complexe funéraire de la dynastie Tang, sa dernière demeure. Elle est ensevelie dans une chambre secrète creusée au sein de la colline, auprès de son époux et prédécesseur, l'empereur Gaozong. Nous sommes sur la voie des esprits qui conduit au tombeau de Wu Zetian. C'est un lieu spectaculaire, un site impressionnant et grandiose. Le mausolée couvre une surface presque aussi vaste que le palais d'Anming. C'est monumental. La voie qui mène à la tombe de l'impératrice est protégée par des gardes impériaux et des statues destinées à éloigner les esprits malins. La porte est flanquée de 2 groupes d'émissaires étrangers, pleins de déférence. C'est formidable de se retrouver ici, dans ce lieu spectaculaire. Wu Zetian a gouverné l'Empire pendant 50 ans. Mais ici, son esprit, son goût pour le prestige, l'autorité et le pouvoir lui ont survécu à travers les siècles. Une grande stèle sculptée veille sur le repos éternel de Wu Zetian. Selon ses ordres, la pierre ne porte aucune inscription. L'impératrice a laissé aux générations futures le soin d'écrire ses exploits. C'est ainsi que pendant des siècles, les faits ont été déformés, altérés, falsifiés. À présent, sa vie et son règne nous sont mieux connus. Alors, que pourraient graver les historiens d'aujourd'hui sur la pierre ? J'écrirais qu'elle a fait ce qu'il fallait pour conserver le pouvoir. Elle a été une souveraine habile et pleine de sagacité. Mais surtout, j'écrirais qu'elle a prouvé une chose. Un monde masculin et patriarcal peut être dirigé par une femme. J'écrirais un seul mot, franc-tireur, à cause de la façon dont elle s'est hissée au pouvoir. Je n'écrirai rien. Parce que sa carrière politique est tellement exceptionnelle, tellement inédite qu'elle n'entre dans aucune case. Depuis 1300 ans, elle défie tout verdict historique. Je trouve que cette stèle vierge est parfaitement appropriée.